Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle audience du tribunal de l'actualité, votre rendez-vous quotidien de décryptage des faits marquants d'ici et d'ailleurs sur Radio Watt FM et sur la télévision True TV. C'est la deuxième audience de cette semaine qui nous amène notamment au Sénégal avec la fin du suspense sur la troisième candidature longtemps supputée du président Macky Sall. Mais avant, nous évoquerons l'épineuse question du financement des partis politiques au Burkina à l'aune du procès d'Abilgou qui vient de connaître ses réquisitions. Pour décrypter ces faits de l'actualité, les juges Bernard Bougma et Geoffroy Vaha siègent pour l'audience de ce mardi. Bonjour juge Bernard Bougma. Bonjour président Tomodi, bonjour juge Vaha, bonjour madame, monsieur. Bonjour juge Bougma, bonjour président Tomodi, bonjour aux directeurs et téléspectateurs. Bonjour juge Geoffroy Vaha, bonjour à toutes, bonjour à tous et à nouveau bienvenue dans le prétoire du tribunal de l'actualité. Acte 1 de cette audience, les avant-propos que je convoque à présent. Les juges sont en place pour leurs avant-propos et c'est Bernard Bougma qui s'y colle en premier. Merci président. Mon avant-propos va concerner le Maroc. Il a été annoncé que c'est l'arabe qui devient la langue officielle, la langue de l'administration. Donc c'est la langue qui va être utilisée au niveau du Maroc en lieu et place du français. Donc ça ne va plus être le français, mais c'est l'arabe. Et donc si effectivement il faut reconnaître au Maroc la liberté de choix de sa langue, parce que pour certains c'est, comment on appelle ça, c'est une avancée, c'est un affranchissement, mais bon, je ne pense pas que le Maroc soit une terre arabe. Et les origines marocaines, il y a d'autres langues issues des peuples du Maroc, autres que l'arabe. Et donc ici, bon, c'est comme si on a changé de langue, mais bon, on a changé de tuteur en matière de langue. Bon, je n'ai pas dit que le Maroc n'est pas libre, parce que nous sommes aussi libres même de prendre le Swahili ici, mais c'est un choix assumé. Mais bon, il y en a qui en jubilent comme si effectivement c'était un symbole d'indépendance. Le Maroc est réparti dans ses racines, mais bon, s'il faut pousser loin effectivement la réflexion, bon, c'est le tuteur de la langue qui a changé. Donc c'est le nouveau tuteur, c'est l'arabe. L'ancien tuteur, c'est le français. Donc, mais on est arrivé à un moment donné où je dis chaque pays choisit librement en fonction de ce qu'il veut, de ses réalités, de son histoire, où aller et dans quelle direction effectivement prendre. Je dis bien, c'est une liberté de choix. Mais quand on approfondit la réflexion, bon, on a juste changé de tuteur. Et c'est tout simplement ce que je constate et c'est ce que j'avais comme avant-propos. Après l'avant-propos de Bernard Bougma, écoutons à présent Geoffroy Vaha qui a son dialogue intérieur à nous livrer ce matin. Oui, merci président. Moi, mon avant-propos va concerner ce qui se tient à Bobo Dioulasso, qui a commencé hier et se poursuit donc aujourd'hui. C'est la 5e édition du cadre de concertation et d'orientation pour le dialogue État-secteur privé. Et la thématique centrale, c'est le rôle du foncier dans la promotion de l'investissement productif au Burkina Faso. On a vu la relecture récente qui ne s'est pas faite forcément facilement sur la question de la promotion immobilière. Et c'est sûr que ça sera un autre rendez-vous pour aplanir un peu plus les choses, puisqu'on sait qu'il y a un camp qui est resté, on va dire, très amer, se sentant un peu lésé. Mais je pense que c'est le moment de passer à autre chose et puis de voir comment est-ce qu'ensemble, avec la nouvelle donne, il faut se projeter. Maintenant, ce n'est pas seulement que le moment, c'est vrai qu'il y a une thématique comme ça, mais il y a beaucoup d'autres éléments résiduels sur lesquels, évidemment, les échanges vont porter, étant entendu d'abord qu'il y a des recommandations pour la quatrième édition, donc celles-là vont être revisitées, et puis on connaît aussi notre contexte sécuritaire qui n'est pas forcément des plus reluisants et qui impacte fortement ce secteur privé-là. Et ça sera le moment pour ces acteurs-là de poser clairement les choses sur la table et puis de voir avec donc l'administration, avec le gouvernement, quels sont les types de solutions qui peuvent être trouvées. Donc c'est un rendez-vous qui n'est plus un folklore. En tout cas, c'est le moment de dialogue et d'échange vraiment direct. On espère qu'ils seront fructueux pour que ce qui a été enclenché pour
équerres de cette initiative-là puissent se poursuivre, c'est-à-dire réinventer un peu notre économie, lui permettre de se transformer pour qu'elle puisse répondre au mieux à nos exigences d'aujourd'hui, étant entendu qu'on est maintenant auto-centré avec les besoins du Burkina, puis trouver les moyens de pouvoir y répondre. C'était donc l'avant-propos du juge Ofawara. C'était aussi la fin de la séquence avant-propos des juges du tribunal de l'actualité pour cette audience. Une audience qui décrypte pour vous tout d'abord l'épineuse question du financement des partis politiques à l'aune du procès d'Abilgou, du nom de l'ancien ministre des Transports et président du Nouveau Temps pour la démocratie NTD, Vincent Dabilgou. Un dossier de détournement de fonds publics au profit du parti et qui fait planer sur la tête du principal accusé, selon les réquisitions du ministère public, une peine d'emprisonnement de 15 ans, dont 10 fermes, une amende de 500 000 francs CFA, 500 millions de francs CFA, ainsi que la dissolution de son parti, Bernard Bougman. Merci, Président. Bon, c'est vrai que pour le moment, c'est la réquisition qui a été prononcée en attendant le verdict pour apprécier autrement. Mais quoi qu'il en soit, je l'avais d'ailleurs dit en avant-propos, c'est un procès qui est en même temps pédagogique, qui nous édifie sur un pan de comment nos partis politiques sont financés. Ici, c'est le NTD qui est à la barre. Mais si les autres partis également devaient défiler, surtout pour ceux qui ont eu l'opportunité au moins une fois de diriger un département ministériel. Et quand je dis ça, ces partis sont très nombreux au Burkina qui ont eu à un moment donné la direction du département ministériel. Et donc, et là, vous constatez que ça devient un ministère patrimoine du parti politique. Donc toutes les nominations et tout, ce sont des cadres du parti pour l'implantation et l'ancrage du parti. Ça permet aussi de voir comment est-ce que le NTD a pu opérer sa percée lors des dernières élections, parce que effectivement le NTD avait été la surprise en termes de suffrages engrangés par rapport aux élections qui se sont passées. L'autre niveau de leçon aussi, c'est la justice burkinabé, parce qu'elle nous dit que c'est un dossier qui ne peut pas être connu devant la haute cour de justice, parce que ce qui s'est passé, c'est en tout cas les arguments juridiques n'ont pas manqué pour justifier que ce n'est pas seulement la haute cour de justice qui peut connaître ce dossier, que même les tribunaux ordinaires effectivement peuvent le connaître. Mais ce qui est en même temps, la question qu'on se pose, c'est que pendant le procès, les questions qui lui sont posées, c'est en lien avec sa fonction de ministre et pas toute autre chose. Parce que quand vous demandez est-ce que vous êtes ordonnateur, est-ce que de votre position de ministre, ça vous permet de ceci, c'est en lien naturellement avec votre, comment on appelle ça, avec votre posture de ministre. Il a été jugé sur certaines questions, c'est beaucoup plus le ministre qu'on a jugé que le président du parti. Sur certains aspects, c'est le président du parti. Donc, mais maintenant, c'est ça aussi le droit positif. Donc il y a des parades qui permettent en fonction de et en fonction de. Et ce débat ne prendra jamais fin entre, ça devait être un dossier de la haute cour de justice, ou est-ce que le fait qu'il soit jugé devant le tribunal de grande instance de Ouaga. J'ai dit ce débat ne pourra pas finir parce que même dans l'univers des juristes, ils sont divisés sur cette question. Et même quand la question a été posée au Conseil constitutionnel, selon les spécialistes, le Conseil constitutionnel aussi a tranché de façon à dire c'est possible si cette condition est réunie, auquel cas c'est pas possible. Donc on dit si. Donc c'était au juge d'apprécier en fonction des éléments et puis donner la suite. Donc pédagogique aussi parce que je pense que nous sommes dans une transition. Et de mon point de vue, ça doit pouvoir ouvrir une nouvelle ère par rapport à la gestion des partis politiques, par rapport au financement des partis politiques et la surveillance des sources de financement des partis politiques. Comment est-ce qu'on surveille les partis politiques? J'ai dit les sources de financement, pour s'assurer que effectivement l'argent qui est dépensé est passé par des circuits normaux et qu'il n'y a rien, le contribuable n'a pas à s'en faire, parce que c'est un généreux donateur qui a donné, parce que ce sont les contributions des militants des partis politiques, parce que ce sont comment on appelle ça, des amis et sympathisants, ou bien des partenaires du parti qui peuvent se trouver dans un autre pays qui a aidé. Ça, oui. Pédagogique aussi, parce que ça permet de voir comment l'univers des hommes d'affaires ont aussi leurs pieds ou donnent des coups de pouce
aux hommes politiques. Et ça, sincèrement, c'est pas nouveau. C'est au Burkina qu'on fait comme si c'est nouveau. Non. Et partout ailleurs, les hommes d'affaires, comme on le dit, ceux qui sont dans le milieu de l'entrepreneuriat, naturellement, ils ont des poulains, ils ont des candidats. L'un des exemples patents, c'est Patrice Talon du Bénin, qui a fini par lui-même être président, mais qui a soutenu aussi fortement la candidature de plusieurs candidats au présidentiel au niveau du Bénin. Donc ça, c'est pas un fait nouveau. Mais ici, j'ai dit, grandeur nature, les choses sont présentées au jour. Voilà. Donc, je m'arrête là pour le moment, pour les enseignements qu'on peut tirer, les leçons qu'on peut tirer. Le procureur qui demande un mandat d'arrêt contre Vincent Dabilgou pour détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux, financement occulte de partis politiques. On parle d'une somme cumulée de 926 millions de francs CFA détournés dans cette affaire. Jofava. Il a demandé aussi la réquisition pour ce qui est de ces biens à hauteur des biens du montant détourné. Qui se chiffre à 926 millions de francs CFA. C'est exact. Et donc, quand on regarde, c'est seulement que c'est plein d'enseignements. Plein d'enseignements pourquoi? D'abord, pour la tenue du procès en lui-même. Si on était resté dans les débats de forme et que ça avait bloqué la machine, beaucoup de Burkinabés resteront encore sceptiques et à dire, bon, écoutez, c'est comme d'habitude. Quand le nouveau vient, il inquiète l'ancien, pour dénoter que lui, il est dans une dynamique de probité, de pureté, et que celui précédent a toutes les plaies du monde. Et les choses s'ouvrent. Petit à petit, on a des témoignages de personnes qui sont proches du ministre lui-même, ou des personnes qui ont eu affaire à lui, de fait des liens avec le ministère et tout, et vous vous dites, ça s'est passé au Burkina ici. On peut être courageux peut-être jusqu'à ce point. C'est ça la réalité. Et vous vous demandez, mais attendez, on nous disait il n'y a pas l'argent, il n'y a pas l'argent, on est en train de trimer. Ceux qui nous donnaient les leçons étaient-ils capables de faire cela? En tout cas, la décision de justice n'est pas encore tombée. Il n'est pas coupable, reconnu des faits qui lui sont reprochés. Mais il y a tellement d'éléments qu'on a entendus, des aveux de personnes qui ont eu à gérer à ses côtés, qu'on se pose d'énormes questions. Comment est-ce que dans notre gestion, il soit possible? Et ça veut dire que tant que vous tenez le pouvoir, vous pouvez continuer ainsi, sans être inquiété. Et si d'aventure, celui qui vient après, vous êtes dans ses bonnes grâces, on ne saura jamais. Combien on a perdu avec ce type de gestion? C'est toutes les questions-là qui commencent à venir dans la tête des uns et des autres. Et puis si à ce niveau c'est possible, à un autre niveau c'était quoi? Voilà autant de questions que les Burkinabés se posent de façon générale. Et puis, nous, ce qu'on veut, c'est la vérité. Hein. Et puis après que la justice soit dite, parce que le voleur de poulet, bon, on ne se pose pas de questions sur là où on va aller le juger. Tout est déjà prêt pour lui. Un voleur, c'est un voleur. Et tout à l'heure, Bernard rappelait les débats qu'il y a sur la question de la haute cour de justice, en tout cas, quelle est la juridiction qu'elle a pu indiquer pour pouvoir juger de ceci ou de cela. Mais il y a un autre argumentaire. Quand on vous nomme là, vous dit que pour les faits qui concernent l'exercice de votre fonction, il y a là où on peut vous juger. Maintenant, les mêmes vous diront que si par exemple on a un cas de harcèlement sexuel, de harcèlement au travail, non, ça peut pas être la haute cour, mais comment dire cela, la pression qui est exercée, la pression qui est exercée, qui n'est pas normale, c'est du fait de sa position. Est-ce qu'il a été nommé pour ça? Autant vous dira, est-ce que le détournement il a été nommé pour ça? Moi je peux comprendre. Quand on prend, et je le rappelle, quand on prend le cas par exemple du ministre Yao, en son temps premier ministre qui a pris une réquisition, lorsque les gens étaient sortis, on peut faire un débat là-dessus. C'est de ses prérogatives. Maintenant, il y a un cadre dans lequel on doit le prendre. Ça devient un autre débat.
il est nommé, c'est dans ses fonctions, c'est dans ses prérogatives. Maintenant, bon, pour d'autres éléments où la personne de façon foncière sait que ce qu'elle est en train de commettre comme acte, c'est du vol ou c'est répréhensible par la loi, est-ce que c'est une question de fonction forcément? C'est là où, quelquefois, les lignes la posent problème. Et je rejoins un peu le ministre Bassolman Bazier lorsqu'il dit, est-ce que c'est des gens qui sont au-dessus des autres? Ça devient un problème concret. Maintenant, avec le procès qu'on est en train de voir, est-ce que, au fond, quand vous finissez, vous regardez, ça veut dire que ceux-là ne pouvaient pas être jugés comme ça? À la vérité, moi, en tant que profane, moi qui regarde les choses avec l'œil du non-juriste, je me dis, bon, j'ai la vérité que je veux, j'ai les témoignages que je veux, et je me rapproche un peu plus de la vérité sur ce qui s'est passé. Est-ce que c'est parce que le contribuable demande? Les débats de forme, les débats de... C'est vrai, c'est bon pour la justice, mais ça pose encore la question, est-ce que cette haute cour dont on parle là, elle a toute sa raison d'être si, après le débat qu'on a eu, on a un ministre qui est en train d'être jugé, comme on est en train de le voir là, par le fait qu'il a posé à un moment donné, et que la même vérité, et que comment dire cela, la claire lumière des éléments qui se sont passés, qui sont l'essentiel dans la démarche pour en arriver à une décision, si cela peut se faire comme on est en train de le voir, est-ce que cette autre cour encore ça a raison d'être? Voilà beaucoup de questions qui foisonnent dans l'esprit des uns et des autres. Maintenant, après, parlons de notre politique, parlons de nos partis, comment ils sont financés. Est-ce que c'est une surprise? Mais la plupart des partis politiques, on ne demande pas, je ne sais pas, où on n'a pas la même pression sur le militant. Pareillement sur celui qu'on a travaillé à installer député ou celui qu'on a travaillé à installer ministre. Il connaît ce qu'il doit faire. En fait, c'est ça le problème. C'est un système. Et les produits de ce système-là, c'est des briques déformées qui sortent d'un moule qui est un système lui-même qui n'est pas bon. Quand on travaille à ce que vous soyez avec tous les schémas qu'on est en train de faire, ça veut dire que les gens vont élire un maire. Après, c'est dans une salle qu'on s'assoit pour désigner celui qui sera effectivement le maire. Alors que quand les gens allaient élire, ils avaient une personne dans leur tête. Et on se permet des seconds rounds. Mais quand on a fini de faire toute cette brouillamini-là, et puis on vous a positionné là-bas, vous savez pourquoi le parti a œuvré et a manœuvré fort, quelquefois avec des espèces sonnantes et trébuchantes pour pouvoir vous y positionner. Ils attendent de vous un retour. Le retour, là, ça va se faire comment? C'est sur votre salaire? C'est sûr que ce n'est pas ça. Député, ça sera pareil. Ministre, ça sera pareil. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on doit concevoir les choses? Les gens viennent en politique en attendant d'avoir leur moment. Parce que c'est un genre de passerelle sociale. Quitter la pauvreté pour la richesse, là, c'est un genre de passerelle. Vous verrez les jeunes même au quartier vous diront, ah, mon frère, moi, on ne sait jamais. Mais on ne sait jamais, là, c'est ça, il attend. Mais le même, aujourd'hui, quand il écoute l'affaire du ministre, il dit, ah, nos politiciens, ils vont nous tuer. Mais lui-même, quand il va militer, c'est ce qu'il a dans la tête. Donc, quand on est tous d'accord que le système est comme ça, il faut le repenser. C'est pour ça que c'est intéressant que sous la transition, aujourd'hui, on est en train de revoir la question de notre code électoral, revoir un peu la question du financement de nos partis politiques. C'est des éléments qu'on doit pouvoir mettre sur la table aujourd'hui. Et pour moi, c'est important. C'est toutes les leçons qui sortent, pour moi, du procès qu'on est en train auquel on est en train d'assister aujourd'hui. Et on tombe des nues. Et on se demande comment aussi à un certain niveau, je ne parle pas d'abord du ministre, parce que le ministre, je pense que là, c'est lui qui est le premier incriminé dedans. Quand on écoutait le procureur, il a dit qu'il doit être informé de tout. Et on regarde les pièces justificatives, lui n'en voit pas. En tout cas, c'est ce qu'il a partagé avec. Mais quand vous voyez des gens qui ont à charge de gérer un peu c'est-à-dire celui qui doit aller faire les décaissements, mais vous savez qu'il a fait un peu de comptabilité, il maîtrise ces choses-là. Mais comment on peut se permettre aussi pareil également, alors qu'on sait que si ça sortait, c'est pas le ministre là qui va vous aider. Vous avez une fonction, cela est encadré. Je pense que ça donne froid dans le dos. Oui, ça donne froid dans le dos, d'autant qu'on parle de détournement ou en tout cas de décaissement d'argent public sans pièces justificatives, des millions à n'en pas finir, 102 millions d'une part et 28 millions de francs CFA retirés du compte du ministère sans pièces justificatives. Ce procès, Bernard Bougma, est-il donc une manière d'arriver finalement à assainir
la question du financement des partis politiques et des campagnes électorales au Burkina? Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce que la seule condamnation de M. Dabilgou ne suffira pas à régler ça. Ça va demander deux choses, de la volonté et du courage. Volonté que des gens acceptent que, effectivement, les choses changent. Courage parce que ça va demander de bousculer. Courage aussi parce que ça veut dire que même ceux qui sont en train de gérer cette transition, s'ils veulent être des candidats et s'ils veulent gérer des ministères, doivent aussi accepter que dans la procédure, ces choses changent. Alors que ce n'est pas évident. Dans la façon dont certains sont en train de conduire les choses, s'ils ont l'occasion de faire pareil, ils vont le faire pareil. Il y en a qui ne vont pas le faire, mais il y en a qui vont le faire. Parce que dans la même scène politique burkinabé, ce qui s'est passé au ministère du Transport, il y a des ministres politiques qui ont refusé aussi de le faire dans leur département et qui ne l'ont pas fait. Donc ce n'est pas forcément une pratique qui concerne, je dis bien, l'ensemble de tous les partis politiques. Ce qui est vrai au Burkina dans les ministères aussi, c'est la question du carburant. C'est l'autre source de pompage d'argent dans les départements ministériels. Et ça, c'est connu par tout le monde. Compte tenu également des limites financières objectives. Donc les uns et les autres ont trouvé une parade dans le carburant et c'est un système qui est connu. Est-ce que ceux qui sont là actuellement sont prêts d'ailleurs à démonter une telle machine compte tenu des réalités de terrain? Je ne sais pas. Et système, pardon, j'ai dit système, pas machine, système. Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, est-ce que ce seul procès suffit pour dissuader? Non. Parce que s'il n'y a pas de mécanisme de régulation, on dira, bon, si tu te fais prendre, tu te fais prendre. Si tu as échappé, tu as échappé. Donc, c'est pas seulement, on dit, mais attention, comme il y a eu le cas d'Abilgou, tu peux être pris d'écouter, oui, c'est vrai, mais bon, on gère. Mais à partir de ce moment-là, au débat de tout débat juridique, de tous les arguments que chacun va fourbir pour dire qu'il peut être reconnu devant telle juridiction ou pas, ça c'est bien beau. Mais après, c'est l'après là. Qu'est-ce que cela va nous servir dorénavant à faire comme élément pour la moralisation de la vie publique, pour l'assainissement de cette vie publique-là? C'est beaucoup plus ça. Maintenant, j'ai dit, parce que en termes de régulation, il y a eu des tentatives. 90 jours avant la campagne, il n'est plus permis de parler politique sur les plateaux. C'était acté en 2015. C'était déjà un début. Donc 90 jours avant. En son temps, personne au niveau de la classe politique, ce sont les hommes de médias qui avaient critiqué ça, qui avaient dit, ça là, ça va être très difficile. Surtout pour ceux qui ne sont pas au pouvoir. Mais comme il n'y avait aucun parti au pouvoir en 2014-2015, ils n'ont pas vu venir le danger. C'est quand il y a eu un parti politique qui a été élu et que maintenant une élection se prépare avec les inaugurations, les lancements des travaux. Même à 10 jours de la campagne, si un ministère doit lancer ou réceptionner un ouvrage, mais le ministère va faire. Est-ce que c'est des actions de campagne ou de pré-campagne? Je ne sais pas. Donc, il y avait déjà eu ça, des limites. Ensuite, on dit il n'y a plus de garde-chair à l'effigie du parti et tout et tout. Les partis politiques ont trouvé la parade, chacun s'habille dans les couleurs, dans une couleur unique, selon la couleur qui l'inspire et continue dans la charte couleur du parti. Voilà, dans la charte de couleur du parti. Et puis, les partis politiques ont trouvé une parade. Ensuite, maintenant, par rapport au financement, c'est là où le débat maintenant se pose. Comment est-ce qu'on surveille les sources de financement? Est-ce qu'il faut... Il y en a également qui demandent de plafonner également les dépenses de campagne. Oui, je veux qu'on plafonne les dépenses. À supposer qu'on dise, vous êtes plafonné, vous ne devrez pas dépasser 500 millions pour la campagne présidentielle, 200 millions pour la campagne législative. C'est des exemples que je prends comme ça, 90 millions pour les municipales et j'en passe. On dit bon, c'est plafonné. Mais maintenant, les sources de financement, ça aussi c'est une autre paire de manches. Comment est-ce que on justifie les sources de financement? Et à quelle hauteur on permet à quelqu'un de donner de l'argent pour un parti politique? Est-ce qu'on va aller jusque-là? Vous êtes assis, vous êtes milliardaire, Geoffroy est candidat, vous partez, dit bon écoutez, vous êtes candidat, moi je vous apporte la campagne là,
c'est 500 millions, c'est plafonné, mais bon, moi j'ai 200 millions pour vous, ou bien j'ai 250 millions pour vous, c'est pratiquement la moitié de ce qui est plafonné là. Donc le reste, il va se débrouiller ailleurs. Comment est-ce qu'on surveille ces sources-là? Puisque tout le monde ne va pas passer par le système bancaire. Et puis, en général, ce genre de transactions-là, c'est de main à main. Et comment aussi déceler le conflit d'intérêts qui existe entre l'homme d'affaires qui a débarqué avec sa mallette et le candidat? Parce que parfois, il y a des intérêts manifestes. L'homme d'affaires évolue dans quel secteur? Dans les transports, dans le BTP, dans la vente de biens ou de services? Il est dans quel domaine? Et en quoi est-ce qu'il peut avoir un conflit d'intérêts? On a même plafonné les cadeaux au Burkina. 35 000 francs. Mais à cette barre-là, quelqu'un a donné plus que ça. Mais il a dit que c'est un acte généreux. Le juge a oublié que c'est plafonné, les cadeaux sont plafonnés pour ceux qui sont au service. Quand même curieux. Est-ce que vous voyez? Donc, comment est-ce qu'on peut assainir ça? Si on veut aller jusqu'au bout et qu'on dit que le droit d'être dit dans toute son essence et qu'on doit véritablement aller jusqu'au bout, est-ce qu'on a le courage d'aller jusqu'à un certain niveau? Donc, il y a ces réalités-là. Donc, je dis, il y a un travail, je dis bien, d'assainissement à faire. C'est pourquoi je dis que ce procès est beaucoup plus pédagogique. Dans beaucoup de choses, dans beaucoup d'aspects. Donc, maintenant, comment est-ce que nous allons capitaliser cela pour faire en sorte que les prochaines campagnes puissent se dérouler dans la transparence et que même si quelqu'un a financé sa campagne à hauteur de milliards, que la personne ait eu suffisamment de capacité pour aller lever ses fonds ailleurs, comme Obama en son temps, dont le système, comme on appelle ça, son équipe de campagne a trouvé d'autres moyens de se faire financer par d'autres circuits pour ne pas que ce soit l'argent du contribuable. Si vous avez la capacité d'aller lever des milliards par votre stratégie de mobilisation de ressources et que ça ne touche pas l'argent du contribuable, ça c'est votre, c'est comme on appelle ça, c'est votre capacité financière. Avoir des sources diverses et privées de financement de campagne. Mais on parle du procès d'Abigou. Est-ce que les autres partis, les autres chefs de partis qui ont assumé les responsabilités, comme l'a dit Bernard Bougman tout à l'heure, se sentiront donc menacés? Est-ce qu'il suffit justement de prendre Vincent d'Abigou et d'en faire un exemple où il faut faire un procès à tous ceux qui sont plus ou moins dans la même situation? Non, pour moi, la question ne se pose pas. La question ne se pose pas. On a des règles qui nous régissent. On a une réalité qui nous impose d'être parcimonieux dans la façon dont nous gérons nos ressources. Et même si on était dans l'abondance, il y a l'obligation d'être correct lorsqu'on vous nomme et que vous avez à charge certaines responsabilités. Et donc, lorsque vous permettez tout et n'importe quoi, c'est bon et c'est normal que vous ayez à répondre des actes que vous ayez posés. Que vous ayez été du NTD ou d'un autre parti politique. Parce que pour moi, le problème n'est pas à le personnifier ou à le ramener à un parti politique. Le problème, c'est une question de gestion. Et ça, si vous avez été, en tout cas, indélicat, il faudrait que vous ayez à répondre de cela. Maintenant, quand vous regardez aussi au fond, il y a juste un petit bout qu'on attrape. Quand on tire, on voit beaucoup d'autres éléments. C'était d'abord une question de centaines de motos. Mais regardez tout ce qu'il y a derrière. En fait, ça révèle après un genre de gestion. Et la question principale, est-ce que le ministre était au courant? Mais comment est-ce qu'il peut ne pas être au courant? Voilà la deuxième question. Mais la justice est en train de faire son travail et on verra ce qui est en train de se faire. Mais en même temps, quand vous regardez le NTD a bousculé dans les résultats obtenus lors des dernières consultations. Mais comment? Le problème, c'est ça aussi chez nous. Bernard disait tout à l'heure, si vous pouvez aller mobiliser vos milliards, vous pouvez venir et tout. Si c'est sain, il n'y a pas de problème. Mais même si c'est sain, il y a un problème. Même si c'est sain, il y a un problème. On sait la majeure partie de nos populations comment elles sont. Et on sait aussi quel peut être l'impact d'une communication matraquante, une communication tout ça faite, comment ça peut créer un genre de distorsion, ne serait-ce que dans l'instant, sur les intentions de voix, les intentions de vote. Donc il y a des éléments à calibrer. Il y a des éléments à encadrer. Et ça, c'est une obligation. Et quand on regarde et qu'on se rend compte qu'à chaque fois, les résultats ne sont rien d'autre que la stratification des moyens mis, c'est-à-dire qu'au premier,
qui a le plus engrangé et qui a le plus distribué mais le plus dépensé, la première place. À celui qui vient en second dans la dépense, la deuxième place. Tant que c'est comme ça, c'est biaisé. Dans ce cas de figure, on aura toujours le même système de désintérêt de la masse relativement aux consultations électorales parce qu'ils savent que c'est biaisé. Et c'est pas ce que nous voulons. Mais c'est pas seulement ici. Je pense que tout le monde en a conscience. Quand je disais qu'il faut savoir limiter, quand on prend le cas de la France avec l'affaire Big Malion, je pense à 22 500 000 de plafonnement pour ce qui est de la campagne. Qu'est-ce qui a fait que Sarkozy a eu des problèmes jusqu'à aujourd'hui et qu'il a été épinglé? Il a créé ce plafond-là. Et il a créé Evincier pour essayer de faire un genre d'écran, pour faire passer des factures, pour qu'on puisse maintenir le niveau de la dépense, en tout cas de façon faciale, dans le respect des normes établies. Il se sentait plus dans les sondages distancé par, je pense que c'était Hollande en son temps, et il a voulu faire un rattrapage très vite alors qu'il était à quelques semaines du vote. Il s'est permis de faire près de 44 discours avec, comment dire ça, des rendez-vous à l'américaine, des entrées faites sur une musique qui a été conçue spécialement pour, qui a coûté des dizaines de millions. Et de francs CFA, je veux dire. Et quand vous regardez, il a fait ça, mais à un moment donné, ça crevait les yeux. Il ne pouvait pas rester dans ce budget. Maintenant, comment est-ce que, et c'est là pour moi aussi, il faut trouver la leçon, comment est-ce qu'il a été épinglé? C'est parce que même quand les élections finissent, on vient auditer. Les journalistes ont, c'est vrai, levé le lièvre, mais après, il y a eu un travail d'audit. Quand on regarde on regarde nos élections, on n'y est pas encore. Le monsieur, il a dépensé ce qu'il faut, il s'est fait élire, on ne se pose plus de questions. Mais si la démocratie électoraliste, là, c'est sa fonction, d'investir pour avoir un fauteuil, vous pensez que quand on finit un investissement, qu'est-ce qu'on fait? On le rentabilise. Un investissement est fait pour rentabiliser. Maintenant, si vous avez des entrepreneurs politiques, je pense qu'il y a quelqu'un qui avait employé un terme du genre. Si vous avez des entrepreneurs politiques, des gens qui investissent pour des fauteuils et pour des sièges, ils viendront pour les rentabiliser. Et tant que ce système-là ne change pas, on sera toujours à faire des procès du genre. On sera toujours à avoir aussi des personnes qui peuvent passer entre les mailles du filet. Et ça, pour des pays qui n'ont pas assez de ressources comme les nôtres, c'est des éléments qui font, pour moi, assez mal. Donc à la question, est-ce que les autres doivent passer par la même case? En tout cas, s'ils ont des éléments qui peuvent leur être reprochés, et que ça se fasse, je parle de la justice, il y a les éléments, tout comme concernant cette affaire d'Abilgou, il y a eu des éléments, on a attrapé une corde, on a tiré, et puis on a vu beaucoup d'autres éléments, ça doit pouvoir se faire sans qu'on ait l'impression de dire que bon, c'est une chasse aux sorcières, c'est ceci, c'est cela. Et ça va donner aussi la leçon aux uns aux autres, que quand vous venez, on ne sait jamais. Vous savez, au pouvoir aujourd'hui, mais pas au pouvoir demain forcément. Et vous aurez à répondre des actes que vous posez. Et tant que ça ne reste pas dans la tête des uns et des autres, on aura des cas de ce type-là. Mais c'est vraiment dommage. Il appartient donc à présent à la justice de nettoyer véritablement les écuries d'Augias et que chacun travaille à les maintenir propres pour l'avenir. On l'attendait sur la ligne de départ de la présidentielle de 2024. Oui, juge Bouba. Oui, j'avais juste une précision à apporter. Quand c'est sain, c'est sain. J'ai dit que si vous pouvez mobiliser le milliard, à supposer que le plafond de financement c'est le milliard ou 2 milliards et que vous pouvez financer ça vous-même. Quand c'est sain, c'est sain. Si c'est pas sain, c'est pas sain. Maintenant, parce qu'une campagne ça coûte de l'argent. J'ai parlé du système Obama. Obama a refusé l'argent public. C'est comme un parti politique au Burkina qui dit je ne veux pas la subvention de l'État dans ma campagne. Parce que j'ai la capacité de lever des fonds privés sans me compromettre. C'est sa capacité, donc on le jugera au résultat. Donc si c'est sain, c'est sain. Maintenant, je dis c'est sa capacité de pouvoir aller chercher de l'argent qui ne soit pas l'argent du contribuable ou bien qui n'anticipe pas de conflit d'intérêts. Voilà. Donc c'est ce que je disais. Parce que parmi ceux qui ont financé Obama, il y avait comme 1,5 million de donateurs de par les États-Unis. Et parmi eux, on a dit tout, et même des artistes musiciens.
C'est cette précision que je voudrais donner. J'ai dit la capacité aussi d'un candidat à aller chercher de l'argent, autre que l'argent du contribuable, doit être un gage de sa capacité. Mais également encadré par le financement public, tout comme le financement privé doit être encadré et plafonné et dans les normes et audité. Tout à fait, c'est ce que j'ai dit, pas plus que ça. Donc ça c'est clair, on est d'accord là-dessus et on l'attendait lui plutôt sur la ligne de départ de la présidentielle de février 2024 au Sénégal, mais hier Macky Sall a annoncé qu'il était non partant. Après des mois de supputation, de surenchère, de débats juridiques sur fond de manœuvres politiciennes et de manifestations violentes, le chef de l'État sénégalais a décidé d'éviter à son pays le syndrome du troisième mandat. Est-ce que c'est une annonce qui vous a surpris, Geoffroy Vara? Bon, et pour moi, ce n'est pas la question de la surprise qui est le plus important, mais est-ce qu'il n'y a pas été d'une certaine façon un peu contraint? Moi, c'est la question que c'est justement c'est la question que je parce que tout le monde s'attendait à ce qu'ils disent en raison de j'y vais, j'assumerai les fonctions à nouveau. Je pense que c'est la première fois qu'il dit s'il est candidat ou pas. Toutes les fois d'avant, même quand il a été obligé de faire un argumentaire, c'est de dire que les textes l'y permettent. Maintenant, est-ce que c'était faux? On a vu plusieurs concessions qui ont été reprises et dans son cas, quand on parle du fameux article qui ramène au quinquennat ce qui était un septennat, il le dit pour deux mandats. Donc pour certains, ça lui ouvrait en tout cas toute la voie de pouvoir continuer. Maintenant, je crois aussi qu'il y a le débat, on va dire l'interprétation des textes sur le plan juridique qu'on fait. Maintenant, il y a la réalité sociale et l'opportunité politique dans un contexte bien précis. C'est pour ça que j'ai dit la surprise n'est pas le problème, mais est-ce qu'on ne l'y a pas contraint? Et quand je dis est-ce qu'on ne l'y a pas contraint, ça atténue la surprise. Il l'aurait dit il y a 1 an, 2 ans, ça aurait pu être une surprise. Parce que il n'y avait pas les mêmes enjeux avec la même pression de la rue qu'on a vu à un moment donné, avec les morts qu'on a eu, avec la question centrale, pas son coup forcément, mais la question centrale, est-ce que Macky Sall ne veut pas un autre mandat? Et c'est pour cela qu'il est en train d'écarter tous les autres qui peuvent l'inquiéter. Donc, pour moi, quand on regarde cette pression, il a regardé aussi et puis il a fait son interprétation et sa lecture. On dirait qu'il a été lucide. Donc, surprise peut-être, ça c'est clair, mais on sentait l'obligation en tout cas de venir dire un mot sur sa suite politique. Et c'était diront bon, il a comment dire cela, il a sauvé son pays d'une certaine façon parce qu'il pourrait avoir un destin noir si d'aventure il forçait les choses. Mais je crois aussi que ce qu'on attend de nos hommes politiques, c'est d'abord ça, c'est de ne pas dire quelque chose aujourd'hui et puis demain vouloir dire autre chose. Macky Sall était catégorique sur je ne ferai pas de mandat. Quand on lui posait même la question des interprétations, il dit n'allez même pas chercher là-bas, je ne vais pas y aller. Mais dans sa tête ça a commencé. Mais souvent dans la tête... Vous êtes rentré dans sa tête alors? Non, mais dans sa tête ça a commencé. Lorsqu'il vient, il revient maintenant pour entrer dans la lecture et dans l'interprétation de cette constitution-là nouvelle. Mais il y a un problème. Celui qui disait c'est même pas la peine de chercher l'interprétation, je n'y vais pas. Et il y a nous aussi, journalistes, et on aime poser la question au président qui a son 2e mandat, est-ce que tu vas te présenter pour un 3e? On doit être dans des sociétés où ça doit être logique. Il y en a qui n'avaient pas fait de limitation des mandats, mais quand vous venez, parfois vous n'êtes pas fou pour rester. C'est un genre de gentleman agreement. C'est-à-dire que la société dans laquelle vous êtes, ce n'est pas une alternative, ce n'est pas dans le champ des possibles. Donc ce n'est même pas une question qui peut vous être posée. Mais chez nous, c'est normal qu'on demande à quelqu'un qui a un 2e mandat, qui a trouvé le moyen de changer une virgule, est-ce qu'il va se représenter? Le pouvoir courant, c'est ça une réalité. Et le cas de Macky Sall, on a vu les choses évoluer. On a vu sa garde des Sceaux qui disait, autant Macky Sall disait qu'il n'y a pas
il n'y a pas de raison de penser que je vais prolonger de quelque façon que ce soit, qui disait aussi, quand on lui posait la question, il n'y avait pas d'interprétation à faire sur les textes. C'est 2 mandats et c'est fini, et le président Macky ne peut pas faire plus de 2 mandats. La même garde des Sceaux, ministre de la Justice, a dit tout est susceptible d'être interprété en droit. Et donc accepter que l'interprétation d'aujourd'hui là permet de dire que s'il veut continuer, il peut continuer. Même personne, même compétence, mêmes années en droit, je vais dire symbole ou on va dire comme ça, exemple pour les étudiants qui vont en droit là, qui dit 2 choses différentes. On l'a vu en Côte d'Ivoire, ça a été parlé. Donc, quel que soit avec le contexte du moment, il y a des éléments qui évoluent. Et on a senti chez Macky Sall, à un moment donné, de ne pas être clair sur la question. Sinon, autant il a dit au départ que ce n'était pas un débat, il aurait pu continuer de tenir le même discours. Mais il s'est tué là-dessus. À chaque fois qu'il a été questionné, il a voulu faire le ni oui ni non. C'est pour ça que les choses se sont cristallisées aujourd'hui. Mais je pense qu'il a compris aussi que s'il force les choses, ça risque d'être plus difficile pour lui. Et j'ai dit, pour terminer, quand on regarde aussi au Sénégal, la culture du vote, il est beaucoup plus avancée que chez nous. Ça, il faudrait qu'on le dise, dans la plupart des pays de notre sous-région. Quand vous finissez le vote, il y a une bonne veille qui est faite. Et par les médias et par les partis politiques, il y a un bon maillage qui est fait pour ce qui est de la vérification et du comptage des voix. Donc, dans tout système, même aux États-Unis, en France et autres, il y a toujours des moyens de pouvoir faire. Mais on les restreint au maximum. Et quand vous prenez le cas du Sénégal, ils sont arrivés à cette veille citoyenne-là sur les questions électorales qui est très affirmée et qui rend les choses difficiles. Donc, quand vous cristallisez les attentions et au fil du temps, vous avez l'impression de commencer à devenir le mouton noir, soit vous tirez les leçons, ou bien vous partez faire l'exercice par les unes d'une déchéance totale. Je pense que ce qu'il a vu venir, et il a préféré être sage. Il a préféré être sage. En tout cas, c'était un suspense. On attendait de savoir ce qu'il allait décider, même s'il n'était pas obligé de répondre à cette question qu'on a qu'on pose à l'envie dès lors qu'un chef d'État africain démarre son 2e quinquennat, pour ainsi dire. Vous, est-ce que vous avez été surpris par cette non-participation à la prochaine élection présidentielle de Macky Sall? Non. Moi, vous attendiez à ce qu'il dise qu'il ne sera pas candidat? Parce qu'il n'avait plus le choix. S'il avait le choix, il n'allait pas renoncer. Parce que quand des gens disent fin de suspense au Sénégal, ce n'est pas fin de suspense. Enfin, fin de suspense au Sénégal. J'ai dit non. Moi, mon titre allait être enfin Macky a entendu raison. Parce que ce week-end, on a vu également cet écrit qui circule que des leaders religieux ont mobilisé 444 grands soutiens pour appeler à sa candidature. C'est-à-dire que Macky n'agissait pas seul. Il y a des groupes d'intérêt qui ont pris Macky en otage. Il y a même eu 512 maires et présidents de conseil départemental sur les 601 que compte le pays. Lui-même, il l'a souligné dans son allocution hier. Voilà, ça veut dire qu'il est en train de nous dire que s'il veut être candidat, il peut être candidat et qu'il peut gagner. D'autant que la Cour constitutionnelle a tranché le débat juridique. Voilà. La Cour constitutionnelle lui a donné carte blanche pour être candidat. Exactement. Donc, et si je me présente, je peux gagner parce que j'ai un puissant soutien derrière moi. C'est de la com. Mais je ne vais pas le faire. Voilà. Mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas... il n'a pas vite dit? Non. Si vous avez eu le courage d'expliquer pourquoi vous avez initié le projet de la réforme de la modification constitutionnelle. Si vous avez eu le courage d'expliquer de bout en bout, ayez le même courage de dire que moi personnellement, je n'ai aucun intérêt personnel ou égoïste là-dedans. Même s'il m'est permis de candidater, je ne veux plus candidater. Ça aussi, je ne sais pas où se trouve la difficulté d'être franc, honnête et sincère avec sa même population. Population que vous-même avez demandé de venir cautionner votre révision. Je ne sais pas où se trouve le problème. Un cas école, ici au Burkina, quand ils ont revu les textes de l'ASE et LCE pour le recrutement du nouveau contrôleur général d'État, Luc-Marie Subriga avait la possibilité de briguer également un nouveau mandat. Ici au tribunal, il a dit que ça ne fait pas partie de sa façon de voir les choses. Il dit que juridiquement, j'ai la possibilité également de faire acte de candidature, quitte à ce que ma candidature soit retenue ou pas, mais je ne vais même pas le faire pour des convictions personnelles. Pour être en phase et en cohérence avec mes valeurs personnelles, je ne le ferai pas. C'est honnête, c'est de le dire. Mais on vous pose la question, vous dites, écoutez, on n'est pas encore arrivé là, ceci, cela. Non. Et puis,
c'est sous notre tropique qu'on pose la question. Oui, parce que c'est sous notre tropique qu'on a des présidents malhonnêtes. Pourquoi on ne va pas lui poser la question? Ce n'est pas en posant la question qu'on lui met la puce à l'oreille. Hein. C'est parce que déjà on lit ses intentions qu'on pose la question pour qu'il confirme ou infirme les intentions plus ou moins visibles de son projet lié à la révision. Et regardez, tous ceux qui ont révisé là ont eu le même langage. Non, je ne révise pas pour moi-même. La révision finie, on dit que non, ça c'est pas l'ordre du jour. La priorité c'est le développement de mon pays. Et puis paf, un matin il est candidat. De Tandja, lui il a même d'abord demandé une prolongation, une rallonge avant d'organiser les élections. Le Tadjachi qui l'a emporté. Le Guinéen, c'est pareil. Alassane Ouattara, c'est pareil. Jusqu'à ce que même les professeurs titulaires de droit reviennent dire qu'Alassane connaît le droit mieux qu'eux. Quand Alassane a opéré sobre tous, les mêmes qui avaient dit que c'est même pas possible et qui ont démontré sur le plateau les arguments juridiques qui disent que c'est pas possible, preuve à l'appui. Les mêmes sont revenus dire que ouais, ils ont revenu dire autre chose. Donc la vérité, elle est là, implacable. Si Macky, en révisant, n'avait aucune intention de se présenter derrière, qu'ils le disent. Parce que c'est les Sénégalais aussi qui ont vu venir Macky, qui a cassé, qui a travaillé à créer des ennuis à Karim Wade, Khalifa Sall, et j'en oublie, jusqu'à Sonko. Ils se sont dit s'il fait ça, c'est que. Bon, donc il y avait également une rupture de confiance qui est là. À son deuxième mandat, le challenger sérieux, c'était qui? Parce qu'il a eu le temps de régler des comptes à ceux qui pouvaient l'inquiéter. Parce qu'il ne peut pas se présenter, coalition ne peut pas. Et puis bon, voilà. Donc la réalité, c'est ça. Aujourd'hui, Sonko bénéficie même de l'appui du clan Wade, de l'appui du clan Khalifa Sall et bien d'autres personnes. Donc Sonko, la popularité aussi de Sonko tient à ça. Hein. Ce n'est pas seulement lui, ses militants, ses oies seulement. Il y a tous ces frustrés, toutes ces personnes que Macky a ostracisées, il y a leurs militants et leurs machines, naturellement, qui se sont déportés en faveur de Sonko. Donc, c'est également pas à négliger dans cette situation. Mais je pense aussi que ici, Macky a laissé des plumes. Et donc, il aurait dû ça plus tôt quand on ne serait pas là. Actuellement, son candidat est en pré-campagne, Bazoum, à Niamey, au niveau du Niger. C'est pratiquement à 2 ans de la présidentielle que Mamadou Issoufou a dit que c'est Bazoum qui va être le candidat. C'est clair. Même si ça a été clairement dit. Des Nigériens ont commencé à dire, bon, le président, il faut faire acte de candidature. Il dit, écoutez, ben, je ne peux pas. Les États-Unis n'ont pas limité. Il y a eu Obama, il y a des gens qui ont dit à Obama, est-ce que le président a dit, écoutez, il sait que s'il part là, ça ne va pas marcher. Parce que le système est tel que c'est pas aussi évident. Donc je pense qu'ici, c'est Macky même, ce faux suspense qu'il a entretenu, c'est lui qui l'a voulu. Dès le premier moment, c'est de montrer que je suis de bonne foi. Je l'ai fait pour l'avenir. Même si je peux toujours faire acte de candidature, oui. Mais s'il tient à préciser qu'il est fortement soutenu et qu'il a un ancrage, ça veut dire qu'il est en train de dire que même si je me présente, je peux gagner. Mais je ne vais pas me présenter. Mais ça, c'est une communication pour dire je suis toujours fort, mais je n'ai pas utilisé ma force. Non, monsieur le président, il ne s'agit pas de ça. Alors, justement, ce qui fait dire à certains, tout ça pour en venir à ce résultat. Il y en a même qui disent qu'il faut encore attendre, parce qu'on a vu le cas de Alassane Ouattara qui a dit non et puis qui ensuite a redit oui. Mais rapidement, puisqu'on est pratiquement en fin d'émission, en 1 minute, Bernard Bougman, est-ce que cette non-participation de Macky Sall aura des incidences sur la participation ou la non-participation de Ousmane Sonko, qui est donc jusqu'à présent condamné par la justice? Oui, ça c'est à voir. C'est à voir parce que, mais lui aussi il a de la pression, parce que les élections c'est en 2024. Et pour le moment, qui va être son candidat? C'est pourquoi je dis qu'il y a un problème. Qui va être son candidat? Alors que son candidat devait d'ailleurs être en pré-campagne. Sont réglés au niveau du parti. Tous les militants du parti, les cadres sont d'accord que c'est X qui va être le candidat. Aller en pré-campagne, et actuellement il devait être en pré-campagne. Mais aujourd'hui, il faut d'abord convaincre au niveau du parti, chercher qui va être le candidat pour qu'il puisse commencer la pré-campagne. Bon, Sonko avec ses démêlés judiciaires, mais je sais que le fait que Macky dise qu'il ne va plus se présenter pour certains, leur combat est réglé. Parce qu'il y en a, ce n'est pas en faveur de Sonko. Hein.
Pas forcément, mais c'est pour dire à Macky, je ne suis pas d'accord avec vous. Mais si Macky ne va plus se présenter, pour certains, leur combat est terminé. Et si Sonko doit répondre, qu'il réponde également de ces gens. Joseph Vara, sur cette question. Oui, sur le cas Sonko, c'est vrai que là, il y a clairement... Il perd un argument. Il perd un argument, c'est vrai, mais il y a un genre de redistribution de cartes. Hein. Maintenant, il faut regarder qui sera le poulain de Macky Sall. Et derrière aussi, il y avait un argument de mobilisation que Sonko risque de perdre, qu'il a perdu, pas qu'il risque, qu'il vient de perdre, et qui cristallisait forcément les attentions et qui ramenait un peu les choses vers lui. Maintenant, il y a aussi quelque chose tout à l'heure, lorsque Bernard parlait du cas du Niger et tout, mais le Sénégal, c'est une autre histoire. Il n'y a pas de bots qui attendent au pas de la porte. Quand on prend le cas du Niger, c'était bien différent. À un moment donné, vous savez que si votre entêtement pourrait vous permettre, vous et votre parti et tous ceux que vous allez soutenir après là, vous faire asseoir sur un banc et puis voir l'histoire autrement. Et quand on prend le cas du Sénégal, c'est vraiment bien différent. C'est pour ça que je dis que Macky a joué crânement, il a vu que c'était plus tenable et qu'à la fin il était obligé de revoir les choses, étant entendu qu'aux urnes il y a aussi une vraie vigilance citoyenne qui est construite pour ce qui est du Sénégal. Maintenant Sonko, ça devient compliqué pour lui. Il verra maintenant quels sont ses vrais soutiens. C'est-à-dire qu'il y avait de l'anti-Macky Sall qui était un bon vivier pour lui, mais aujourd'hui il connaîtra maintenant quels sont les vrais pro-Sonko pour qu'ils vont l'aider dans cette marche nouvelle qui est la sienne, puisque maintenant on ne va plus dire que Macky voulait vous écarter parce qu'il veut rester. Maintenant qui sera son poulain, ça aussi c'est une autre donne. Et pour terminer aussi, même Macky sait très bien qu'il a une grosse machine. C'est-à-dire que même dire voilà mon poulain à quelques moments, ce n'est pas si difficile. Et puis même pour les questions de succession, comme on prend le cas de Macky du Sénégal et dans certains d'autres pays, la désignation très tôt fait défection. Et quelquefois c'est aussi ça la réalité. Ce n'est pas forcément un mauvais point. Voilà, faut pas le voir comme ça. Ce n'est pas un mauvais point. Il faut attendre donc de voir comment évoluent les choses au Sénégal. On aura l'occasion de revenir sur cette actualité-là, puisqu'on regarde le Sénégal comme une vitrine, comme une bonne lucarne de la vie démocratique et institutionnelle africaine. Ainsi s'achève cette audience du tribunal de l'actualité, la deuxième de la 27e semaine de l'année 2023, qui a évoqué le financement des partis politiques au Burkina et la non-candidature de Macky Sall à la prochaine élection présidentielle au Sénégal, avec le regard des juges. Merci, juge Bernard Bougman. Merci. Merci, juge Geoffroy Vara. Merci. Merci aux équipes techniques de réalisation, ainsi qu'à vous tous, auditeurs et auditrices de Watt FM, téléspectateurs et téléspectatrices de Trui TV, pour votre attention et pour votre fidélité. Hommage à toutes nos forces combattantes, et vous le savez bien, beaucoup peuvent avoir ce que vous avez, mais personne ne pourra être ce que vous êtes. Prenons soin les uns des autres en attendant de retrouver le tribunal de l'actualité demain, mêmes heures, mêmes antennes, avec un maillet toujours aussi juste, incisif et sans complaisance.